Il y en a qui sont fatigués, ça va être mis... Eh, cousin, t'as pleuré devant Bambi, me parle pas, wesh. Du coup, bienvenue chez FDP. Hello les FDP, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Premier sujet, j'espère que vous avez kiffé. Ouais. Nous, en tout cas, on s'est pas du tout régalé à vous partager ça, c'était vraiment nul. C'est bien ennuyé. Ouais, ça avoue qu'on s'est bien fait chier quand même. Ouais. Non, je rigole. Donc, non, on est content de pouvoir vous proposer ce format parce que c'est un format, en tout cas personnellement, que j'aurais aimé avoir il y a 5-6 ans en arrière. Ouais. Donc, vous avez quand même une chance inouïe d'avoir ça gratuitement Oh, sur YouTube. arrête. Bien entendu. Arrête. Bien entendu. Après, sinon, vous pouvez toujours prendre des consultes à 1500 € avec Voilà. Anto pour Voilà, une exactement. heure dessus. Ou avec, avec c'est- l'autre Anto, du coup. Hein. Toi, t'as combien? 1600 €, c'est ça? La consulte? Ah non, je suis à 2500 Ah €. ouais, excuse-moi, voilà, c'est ça. Excuse-moi. Faut bien payer le rythme de Wyatt, je comprends. Bah oui. Donc non, là, vous avez quand même beaucoup de contenu en accès gratuit sur YouTube. C'est super cool pour vous. Comme on le disait dans le podcast précédent, plus les sujets avancent, plus ce sera précis. Ouais. Donc ça va être vraiment une mine d'or d'informations pour vous dans les mois à venir. Donc profitez-en, ne le prenez pas pour acquis. Et si jamais vous avez des suggestions de sujets, faut surtout pas hésiter à nous le mentionner en tout cas, parce que ça sera vraiment avec plaisir si on peut vous aider en tout cas. Donc voilà. On l'a vu sur la FAQ déjà. Ouais. Vous avez été super nombreux et je vous l'ai dit précédemment, mais je vous le redis ici. Merci à vous encore pour ça. C'était top. Donc théoriquement, si vous avez suivi le premier épisode, on a quand même posé des bases qui sont censées être des bases assez solides. On pourra revenir dessus, comme on te vous le dit juste avant, si vous avez de nouveau des questions, des choses que vous n'avez pas compris, on reviendra dessus sur les podcasts suivants. On peut aussi essayer de vous aiguiller au mieux en commentaire ou même après directement sur Insta. On fait souvent des lives. Ouais. N'hésitez pas, en tout cas pour ceux de ma communauté, n'hésitez pas à poser des questions lorsqu'il fait des lives. En plus, ça lui permettra lui de varier un petit peu entre le contenu physio lifestyle et physio athlète. Ça peut toujours être intéressant. Et si je fais ce podcast, en tout cas avec la partie physio avec Anto, pas pour rien, c'est parce que pour moi, c'est le numéro 1 dans ce domaine en France. Donc c'est à lui que je me réfère dès que j'en ai besoin. Et promis, je l'ai pas payé. Hein. Et c'est à lui qui vous devrez vous référer si vous avez un problème de santé, en France en tout cas lié à la physio. Donc voilà. Vas-y, quand tu veux. Ouais, non. Sujet numéro 2. Donc, attends, je me reprends notre petite note parce que vous avez encore une fois, tellement n'oubliez pas que la thématique de ce podcast, c'est une discussion entre deux potes, tranquille, c'est chill. C'est pour ça que des fois, moi, je regarde mon téléphone, lui aussi. Il y a le café là, il y a la bouteille d'eau. Pépouze, hein. Vraiment pépouze. Hein. Donc, tranquille. Est-ce que je reprends une voix sensuelle? Ah ouais. Ouais, t'as une voix sensuelle. Apparemment, j'ai une voix sensuelle. On va voir si dans la première vidéo, il y a des mecs qui vont dire que t'as une voix sensuelle. Et s'il y en a qui mettent ça, mon gars, je pleure de rire. Je te le dis direct. Sujet numéro 2. Putain. Maintenant que nous avons posé les bases, nous allons passer au sujet épineux du premier cycle. Exactement. Voilà, bam. C'est direct. Le titre, FDP, comment faire son premier cycle de chimie avec Fitness Break. Là, ça va partir direct en... Dosage, molécules, dosage, molécules, on y va. Bim, bam, boum. Anto va tout vous donner. Donc, je te laisse commencer, vas-y, et après on enchaîne. Hein. Je me suis un petit peu organisé ça parce que c'est vrai que vous avez été. Alors, je crois que autant il y a eu beaucoup de questions sur le premier thème, alors autant le deuxième. Et c'est justement un problème d'ailleurs. Je pense que si je lance Anto là-dessus, vous avez de nouveau 5 minutes de podcast en plus. Voilà. Le sujet numéro 2 ne doit être visionné uniquement si le sujet numéro 1 a été visionné et compris. Oui. C'est important parce qu'une fois qu'on en arrive au sujet numéro 2, si vous avez bouché vos oreilles sur le sujet numéro 1, vous allez littéralement vous prendre le revers, comme on l'a déjà dit, sur tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et de nouveau, on va faire de la prévention ici. Là, on n'a pas de cas pratique. Il n'est pas là pour justement venir récupérer quelqu'un qui s'est massacré sur son premier cycle bêtement parce qu'il n'a pas respecté ce qui a été justement expliqué dans le sujet numéro 1. Et de nouveau, on n'est pas rentré clairement non plus dans les détails de l'analyse sanguine, etc. Comme je vous le disais juste avant, Anto est dispo, un service de consultation, coaching, etc. Principalement pour la partie consulte. Si vous voulez, en plus de ça, aller creuser dans ce sujet-là, n'hésitez pas à le contacter. Mais je lui fais sa promo ici parce que c'est pour vous sensibiliser au fait de ne pas faire n'importe quoi. Ici, c'est important. De toute façon, si tu veux qu'on commence par là, pour rapidement répéter ce qui a été dit dans le podcast numéro 1, dans l'épisode numéro 1, c'est que vous devez avoir les bases en fait. Quand vous, comme dirait Orelsan, vous n'avez pas les bases, pour le coup, nous c'est ce qu'on constate tout le temps, c'est que les gens prennent de la chimie ou des préparateurs se lancent dans de la chimie pour préparer des personnes alors qu'ils n'ont pas les bases, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils n'ont pas... Et encore une fois, j'insiste, on ne peut pas tout savoir. Ça, il faut vraiment
vraiment, vraiment le prendre en compte. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, tout le monde peut faire penser qu'il sait tout, etc., etc. Voilà, sauf qu'il y a un truc que vous ne pouvez pas faker, c'est la pratique. La pratique, ça, vous ne pouvez pas la faker. Vous pouvez faker le fait que vous... Le fait de savoir quelque chose, le fait de comprendre de ce dont vous parlez, etc. Par contre, vous ne pouvez pas faker la pratique, hein. Je pense que tu l'as vu toi aussi. Quand on parle de mettre en place un proto de chimie ou de mettre en place une programmation avec des blocs pour de la prépa, ou même moi de mon côté, hein, quand je vois des mecs, quand je récupère des personnes en suivi qui ont été suivies par des naturopathes ou par des médecins fonctionnels ou par d'autres préparateurs d'un point de vue physio, la pratique, on ne peut pas la faker, hein. Vous pouvez, et ça c'est quelque chose que moi je vois très souvent aussi, et on en a déjà discuté, c'est que les coachs, quand ils sortent de formation, même les naturopathes, etc., ils font très souvent ce qu'on leur a dit par effet de répétition, mais pas forcément par compréhension. Et c'est là en fait où il y a un problème, parce que vous pouvez très bien faire de la répétition et ça marche parce qu'il y a toujours des personnes qui répondront à la répétition. Parce que, encore une fois, on fonctionne tous de manière similaire, mais à la fois extrêmement différente. Sur 10 personnes, il y a des personnes qui vont avoir le même profil, 3 par exemple, et qui vont répondre à cette fameuse répétition, à ce cas lambda, entre guillemets, qui n'est pas un cas d'école non plus. Et vous allez tomber sur le fameux profil, celui qui va ne pas répondre à ce que vous avez mis en place et qui va commencer à vous faire sortir des sentiers un peu battus. Et ça, quand vous arrivez à ce profil-là, malheureusement, s'il n'y a pas de compréhension derrière, c'est là où vous allez vraiment galérer. Et très souvent, vous allez amener la personne dans un état, voilà, la personne, vous n'allez pas l'aider. La personne, malheureusement, peut se retrouver à être dans une situation santé physiopathologique ou peu importe, qui va être de plus en plus compliquée. Et après, n'oubliez pas que c'est votre image, hein, encore une fois derrière, c'est votre sérieux, c'est votre crédibilité qui va en prendre un coup. Et après, ben, ça vient chez moi, ou même des fois chez toi. Et là, c'est réparer la casse, c'est pas forcément beau, quoi. Alors, deux choses par rapport à ça, juste avant qu'on attaque sur ce sujet que je trouve intéressante de préciser. La première, parce que la deuxième, c'est une question pour toi. La première, c'est de toujours rester à sa place. D'accord ? Ouais. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Quand je dis que j'ai confiance aveugle en Anto sur la partie physio, c'est réellement le cas. Est-ce que je prétends absolument tout savoir sur la préparation physique ? Absolument pas. J'ai pas de titre Olympia, j'ai pas encore de Procard. Bientôt, Inch'Allah, on est à Dubaï, on peut le dire. Mais j'ai quand même un petit peu de connaissances ici qui me permettent de pouvoir partager à ceux qui en ont moins. Je suis pas là pour former un Nirambot, attention. Mais si vous avez des problématiques que vous ne savez pas gérer, Ouais. surtout ne cherchez pas à les gérer n'importe comment. Renvoyez le client en question en étant totalement transparent avec lui vers quelqu'un de plus compétent. N'abîmez pas quelqu'un parce que Ne prenez pas ce risque, hein. Ne prenez pas ce risque pour 100, 150 ou 200 euros par mois. Ça, c'est important. Premier point. J'ai envoyé plusieurs personnes chanto, même des consultations, ou pour comprendre, ou envoyer des coachs qui me posaient des questions qui étaient soit pas de mon niveau, ou peut-être pas de mon niveau en termes de précision, là où il fallait aller, que j'ai renvoyé vers lui. Malheureusement pour beaucoup, et je le sais, parce qu'on est forcément en contact, pas forcément toujours pris de consulte avec Anto non plus, donc je me doute que ça a été fait probablement n'importe quoi avec une ou deux vidéos YouTube derrière. Faites attention à ça. Donc, investissez sur vous-même, investissez sur vos connaissances et surtout, restez à votre place. Quand il y a des choses que vous ne savez pas maîtriser, laissez des gens qui savent les maîtriser s'en occuper. Première chose. Ouais, non, mais pour vous dire, moi, tu disais je sais pas tout, mais moi c'est pareil, hein. Il y a des fois, je me dis je ne sais pas tout, et en fait, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, je pense qu'on va s'accorder par rapport à ça. On est toujours dans la surenchère. Il y a toujours un mec qui va sortir une explication plus poussée que la tienne, etc. etc. Et en fait, et moi, tu sais, comme tu fais des consultations, toi aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai beaucoup de coachs qui, moi, me disent en consultation, par exemple, que j'ai l'impression que je sais rien, j'ai l'impression que tout le monde est au-dessus de moi, que tout le monde, j'ai l'impression que je suis là et que les autres mecs sont là. Mais encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut faire penser ce qu'il veut, tout le monde peut faire croire ce qu'il veut. Et vraiment, je vous promets que entre ce que vous voyez et la réalité, je vous le dis, ça, il y a un fossé, il y a le Bourge Khalifa littéralement entre en termes de longueur. Et vraiment, ne vous faites pas avoir parce que vous avez un coach qui a sorti une explication très poussée. Je vais mettre peut-être certaines personnes en place, mais aujourd'hui, il y a ChatGPT, hein. Tout le monde peut paraître bon avec ChatGPT. Tout le monde peut préparer un script. Tout le monde peut préparer ce qu'il va dire exactement pour se donner un peu de crédibilité, de légitimité et un peu d'image. Tout le monde peut aujourd'hui utiliser des termes savants. Mais vous ne pouvez pas faker la pratique. Ça, c'est... Et alors là, c'est super intéressant ce qu'il dit parce qu'on en revient à quelque chose qui m'est souvent demandé.
Du coup, comment reconnaître une bonne information d'une mauvaise? La première, si par exemple je vous dis que j'ai confiance aveugle dans le travail d'Anto, première chose, vous allez sur son compte Instagram et vous regardez le nombre de transformations, les témoignages qui vont avec. Déjà, quand vous avez quelqu'un qui accumule des transformations, en tout cas dans son cas d'avant-après, parce que c'est pas que des avant-après physiques, dans son cas, il y a énormément de avant-après santé, sanguine, urinaire. analyse sanguine, urinaire, etc. Forcément, déjà, vous avez une première part de crédibilité. Vous avez beau avoir deux personnes, et peut-être une personne qui est plus compétente que lui pour créer du contenu et qui va mieux se marketer que lui. Si à l'arrivée, cette personne-là a une meilleure image sur les réseaux, mais n'a pas de résultats concrets pour pouvoir justement appuyer ses vidéos, son contenu, remettez-le quand même légèrement en question et allez peut-être vous retourner vers quelqu'un qui a de la pratique et dans ce cas-là, qui a forcément de la pratique, donc du terrain, mais qui a aussi du théorique derrière, parce que forcément on en revient toujours à la même chose, c'est une boucle qui est censée se compléter. Exactement. Les connaissances, le terrain, les connaissances, etc. Alors après, bien entendu, pour en revenir à ce qu'il disait sur le fait de ne pas toujours, en tout cas de choisir son domaine d'expertise pour savoir où appuyer et ensuite pouvoir se diversifier quand vous êtes un jeune coach, ça peut être un petit peu décourageant au début, mais si vous tombez face à des gars qui ont 5-10 ans d'expérience comme nous, bien sûr que vous n'allez pas pouvoir tout savoir en claquant des doigts. Et l'expérience ne fait pas tout non plus. Il y a des coachs qui exercent depuis bien plus longtemps que nous. Et des fois, on se dit non, il y a un truc qui va pas, quoi. Les calculs sont pas bons, Kevin, quoi. Et vraiment, ça me permet de faire une petite transition sur ce que je disais, sur le fait qu'il y a beaucoup d'expérience, etc. Mais et vraiment, principe de physiologie 101, comme Antonin sera d'accord avec moi, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Et ça permet de mettre une grande balayette, mais vraiment une grande balayette, aux mecs qui jurent que par le evidence-based. Vraiment, il faut le dire, allez vous faire foutre. Il faut le dire, allez vous faire foutre. Parce que non. Alors oui, l'evidence-based nous permet d'avoir un peu les guidelines, la ligne directrice, la ligne généralisée. Sauf qu'il y a l'evidence-based, il y a le cas que vous allez avoir en face de vous, et il y a la pratique, qui sont trois choses complètement différentes, et les trois en fait se complètent. Vous ne pouvez pas être que evidence-based, parce que je vous le dis, oui, c'est intéressant pour en effet engranger de la connaissance, engranger de la théorie, mais le problème c'est que si vous n'êtes que evidence-based, vous n'allez aider personne. On le disait dans le podcast numéro 1, à situation exceptionnelle, dosage exceptionnel, d'accord. Et encore une fois, des fois, quand on travaille sur des cas de chimie, on se doit de sortir des sentiers battus en termes de posologie par rapport à de la supplémentation et de phytothérapie, etc. Et ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans l'evidence-based. Ça, il faut le dire, c'est la vérité. Et c'est justement là où, intelligemment, vous devez prendre le meilleur des deux mondes. Ce sera très compliqué de trouver quelqu'un qui arrive à faire les deux. La plupart du temps, pourquoi? Dans le cas de la préparation physique, les gros prep coachs sont très peu, voire pas du tout accessibles. Donc, c'est assez compliqué parce que vous voyez des gens qui ont du résultat, mais vous voyez des gens qui ne vous partageront pas, ou très rarement en tout cas, ou même la vérité sur ce qui est réellement fait pour pouvoir atteindre ce type de pratique. Et de l'autre côté, vous allez avoir des formateurs, éducateurs dans le milieu. Là, on parlait de préparation physique non naturelle, et si je reste sur ce sujet-là, on en a de plus en plus d'éducateurs dans le domaine, beaucoup qui en plus de ça viennent simplement faire du copier-coller et du mauvais copier-coller des gros éducateurs du domaine, mais dans ces éducateurs-là, pour la plupart, n'ont aucun résultat en compétition, n'ont aucun athlète qui sont passés pro, n'ont aucun athlète qui ont performé en pro, n'ont pas de pro-win. Et donc vous vous retrouvez avec des gens qui viennent vous expliquer la chimie sur un plan purement théorique, avec une pratique qui est très limitée malgré ce qu'ils cherchent à vous montrer. Et donc on se retrouve avec ce problème, c'est où est-ce que je vais chercher l'information. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours simple dans ce domaine, parce que vous avez le résultat terrain versus la partie purement scientifique, et c'est très dur de trouver quelqu'un qui sache faire les deux. Donc dans ces cas-là, c'est ce que finalement j'ai fini par faire par contrainte, c'est d'aller prendre du théorique. Et quand je parle de théorique, tu vois, par exemple, si je m'en réfère à toi, c'est vraiment pour de la partie purement scientifique, la partie même compréhension de mécanismes, ou quoi chercher, ou etc. Et pour vous donner une petite anecdote là-dessus, la première fois où je me suis vraiment remis en question, c'était, je t'avais pris une consultation, c'était la première que je faisais. Ah oui, quand on avait vu tout ce qui était DHEA, etc., testo, les voies de synthétisation de la testostérone, je me rappelle, la première. Je peux vous dire, ça doit avoir au moins 3 ans. Je pense me souvenir absolument parfaitement du mécanisme allant du cholestérol jusqu'à la DHT. Il n'y a pas de souci, ça a été retenu. Pregnenolone, DHEA, androsténédione, On les fait aromatase, estriol, testostérone. Non, mais on peut. Aromatase. Et en fait,
N2 Mataz, fry. DHT. Tout simplement pour vous dire que ça, c'est des trucs où Ouais. confrontez-vous à des gens qui ont plus de niveau que vous, prenez une bonne claque dans la gueule une fois, ça va vous remettre en question, ça va Ouais. vous faire redescendre. Je suis sorti de là, je pense que pendant 3 heures, j'ai plus parlé. Et j'ai mis dans un Après, livre. après c'est pas pour me vanter non plus, mais parce que je suis pas, enfin, tu sais, si je suis pas de ce bord-là, mais j'ai fait beaucoup de consultations avec des coachs, et là c'est purement, ce que je vais vous dire, c'est vraiment anecdotique. On va pas citer de nom parce que, bref, j'ai appris à des coachs, je vous le dis, hein, j'ai appris à des coachs que le corps, enfin que le corps avait déjà dans un premier temps différentes façons de synthétiser la testostérone. Donc il y a 3 façons, par le fameux axe gonadotropique que l'on connaît, LH, FSH, etc. Numéro 2, les cellules vont produire cholestérol, pregnenolone, DHEA, androstenedione, qui après va sur le E1, mais après qui redescend comme ça, qui fait testo et tout le reste. Et numéro 3, les surrénales également en produisent. Et le nombre de coachs préparateurs connus à qui j'ai appris ça et qui m'ont regardé avec un air, physiquement ils sont là, mais tu vois que mentalement ils se sont dit waouh. Et encore une fois, c'est triste à dire, mais encore une fois, on peut pas tout savoir, hein, mais juste un minimum de base. Et quand vous donnez de la chimie à des gars, encore une fois, vous devez avoir un minimum de base. Et quand on apprend ça aux mecs, moi je me dis, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on va, quoi. Et justement, par rapport à ça, C'est grave, donc, hein, moi je trouve que c'est très grave, perso. on en vient à la question que je voulais te poser juste avant, qui était la première partie. Mm. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à justement de jeunes coachs qui ont, on va dire, la jugeote pour aller trouver de l'info terrain d'un côté, qui ont de l'info théorique de l'autre? Comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place une prise de notes ou une manière X ou Y de faire de la recherche et de se faire de la note perso pour pouvoir engranger de la connaissance plus facilement? Déjà, dans un premier temps, tout ce que vous entendez, ne le prenez jamais comme étant pour content. Parce que même moi, qui aujourd'hui est un peu de pratique, et même quand vous entendez quelque chose de la part de Antonin ou d'un autre coach, peu importe, que ce soit des coachs les plus connus comme les moins connus ou des mecs, bref, peu importe, ne prenez jamais ce qu'on vous dit comme étant content. Parce que n'oubliez pas qu'une information qu'on vous donne et qu'on va vous donner là ne sera jamais contextuelle. Et ça, il faut le comprendre, et c'est quelque chose que vous devez vraiment intégrer, c'est que, encore une fois, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Et le contextuel est toujours ce qui va primer sur le reste. Donc quand vous entendez une info sur les réseaux sociaux, quand vous écoutez un podcast, quand vous regardez une vidéo, bref, peu importe, n'oubliez pas qu'une information n'est jamais contextualisée, elle est toujours généralisée. D'accord? Et ça, c'est vraiment très important. Et ça rejoint indirectement ce que l'on disait entre, tu sais, la répétition et le fait de comprendre ce que vous entendez, etc. Quand vous entendez une info, et c'est ce que je dis très souvent aux personnes que j'ai en suivi, mettez en place un arbre de décision. Admettons que cette information-là vous concerne, par exemple. Peu importe, ça peut être par rapport aux glucides, par rapport aux lipides, par rapport à de la chimie, etc. Faites comme une sorte d'arbre de décision. Cette information-là, est-ce qu'elle me concerne ou pas? Ok? Elle ne me concerne pas, mais j'ai deux options. La première, c'est je l'oublie. Et la deuxième, je la prends pour moi et je peux la garder pour ma culture personnelle. Numéro 2, elle me concerne. Donc dans ce cas, je descends dans mon arbre de décision. Et là, il y a plusieurs choses qui vont... encore une fois, ça va descendre dedans. Cette information, est-ce que je veux l'appliquer? 2, est-ce que je peux l'appliquer? Et numéro 3, est-ce qu'elle est applicable pour moi? Et en fonction de ça, encore une fois, vous descendez dans l'arbre de décision jusqu'à peut-être essayer ça sur vous, mettre en pratique sur l'une des personnes que vous avez en suivi, ou alors le garder pour vous faire un bagage de connaissances solides, etc., etc., etc. Bref, voilà. Donc vraiment, ne prenez pas pour content ce que l'on vous dit, que ce soit de moi, Anto. Vous prenez l'info, vous en faites ce que vous voulez, vous la notez, mais cherchez toujours à aller au-delà de cette information-là. Numéro 2, à partir du moment, et ça c'est encore une fois mon avis, peut-être que tu me rejoindras là-dessus, si vous entendez qu'une personne est trop, je ne vais pas dire stricte, mais trop directe peut-être dans sa façon de voir les choses, et qui vous dit grosso modo c'est comme ça et pas autrement, ça pue. Parce que de mon point de vue, la physiologie et la chimie aussi, tu ne peux pas avoir une vision qui est trop étroite du truc. Il faut toujours ouvrir les yeux, regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. et comprendre que la physiologie comme la chimie, les deux vont s'imbriquer les uns dans les autres et que on ne peut pas les dissocier. Donc s'il y en a un qui vous dit c'est comme ça, non. La plupart du temps, c'est un manque de connaissances physiologiques derrière. Ouais, ou parce qu'il n'y a pas assez peut-être de bagages pour argumenter ou pour appuyer le truc, ou peu importe. Mais de mon point de vue, si une personne vous dit c'est comme ça, parce que c'est comme ça, nope, 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 nope. On pourrait citer l'exemple du cholestérol dont on parlera tout à l'heure peut-être, des oestrogènes, d'une hyperprolactinémie. Une hyperprolactinémie peut être amenée par tellement de choses différentes. Bref, voilà, si vous entendez quelqu'un qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, non, pour moi c'est pas bon, quoi. Donc là-dessus, je valide à 100% de ce qu'il vient de vous donner. Et justement, pour en terminer en tout cas sur
Sur le sujet des jeunes coachs qui cherchent de l'information, faites-vous de la prise de notes, une prise de notes efficace qui vous correspond. Alors, si vous êtes la team carnet, papier, etc., gardez, même si pensez quand même toujours au long terme, au bout d'un moment, il y a forcément un risque de perte, etc. Si vous en arrivez à 500 pages de notes dans 3 ans intéressantes et que vous perdez ce fameux carnet, probablement être relativement déçu. Donc, notes écrites sur un ordinateur, parce que vous allez prendre des consultations, vous allez faire des formations, vous allez faire des séminaires, vous allez faire des webinaires, vous allez probablement prendre un coach. Quand vous prenez un coach, vous ne prenez pas un formateur. Vous ne pouvez pas constamment lui poser des questions qui lui prendraient des dizaines, vingtaines, trentaines de minutes pour vous répondre. Mais par contre, vous pouvez faire de la prise de notes sur ce qu'il fait avec vous, essayer de comprendre, choquer des termes que vous n'allez pas comprendre, d'aller chercher au niveau des termes. Et petit à petit, comme ça va vous permettre de remonter et d'arriver à créer un arbre de plus en plus grand. Et après, ça de le classifier par section. Et justement, si on en revient à la préparation physique, il va falloir maîtriser la nutrition, pilier numéro 1, l'entraînement, récupération. Tous les facteurs de récupération, je les mets dans l'entraînement dans tous les cas, parce que les deux sont liés. La dépense énergétique, je vais la mettre dedans, que ce soit via le cardio, l'activité journalière, etc. Je mets tout ça dans la même catégorie. La supplémentation, que je vais quand même dissocier de la nutrition, parce qu'elle est mine de rien différente selon ce que vous allez vouloir prioriser. Entre un athlète naturel et un athlète non naturel, il y a des différences. Les hommes, les femmes, il y a des différences aussi. Et de nouveau, petit aparté ici, ne vous lancez pas dans le coaching féminin et encore pire dans la préparation féminine si vous n'avez pas le bagage technique pour pouvoir y aller. Pour le masculin. Focus déjà sur du masculin. Concentrez-vous. Concentrez-vous et restez concentré. Restez basique, Donc, restez sur la base, donc ça. Et après, il y aura forcément, à la fin, si vous avez des athlètes qui ne sont pas naturels, la partie chimie qui vient à la fin. Et j'ai bien mis à la fin et non pas au début. C'est pas le pilier numéro 1. Donc, il y a déjà tout ça à voir. Il faut avoir les bases dans les 3 premiers. Petit à petit, essayer de faire en sorte que ces 3 premiers soient de plus en plus qualitatifs pour pouvoir ensuite comprendre le dernier. Et une fois que vous mettez les pieds dans le dernier, bon courage. Parce que alors là, il y en a pour quelques années de compréhension. Et on ne vous demande pas, encore une fois, vous devez vraiment intégrer que vous ne pouvez pas tout savoir. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Pour moi, c'est dur, même pour toi, ça fait chier de ne pas tout savoir. Mais ça, il faut vraiment l'accepter. Mais juste, au moins, ayez les bases, parce que vous allez vraiment, et ça, Antonin et moi, on le voit dans la pratique, vous allez vraiment heurter pas mal de personnes, Et là, c'est très compliqué après. Très compliqué, Bon, on va attaquer sur les questions sur ce premier sujet. Parce que j'avais une intro qui était, je pense, relativement qualitative et intéressante pour vous. Donc, si on s'en réfère à la première vidéo, vous avez mis en place un plan d'attaque sur 6 mois, 1 an, 1 an et demi, et vous allez vouloir faire votre premier cycle de chimie. De nouveau, attention, ce ne sont pas des recommandations, mais vous allez vouloir faire votre premier cycle de chimie, vous avez besoin d'être guidé à ce niveau-là, et en tout cas repérer ce qui peut déjà potentiellement être une mauvaise chose. Ça, c'est le plus important. Forcément, première chose que je vais vous déconseiller, c'est de faire un premier cycle pour partir en préparation. Parce que qui dit préparation dit stress psychologique, stress physique important. Donc, allez tester une première chimie à ce moment-là, même si on parlerait de quelque chose de ultra basique. Dans tous les cas, ce sera risqué, ce sera dur à analyser et ce sera dur de se faire un retour dessus. Donc déjà, pour cette première partie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de le faire avec des calories, de le faire dans un environnement peu stressant et avec du temps devant soi, sans forcément de date à l'arrivée pour une préparation. Mettez-vous dans les conditions les plus optimales. Encore une fois, vous ne pourrez jamais être parfait à 100%, parce que la perfection n'existe pas, il y aura toujours des accros, etc. Mais au moins, facilitez-vous les choses et mettez-vous vraiment dans l'environnement physique, émotionnel, psychologique et surtout physiologique le plus optimisé, le plus optimal qui soit, parce qu'après vous allez vraiment le payer, et ça va vous coûter très très cher malheureusement. Et comme on le disait dans le premier podcast, c'est pas pendant qu'on répare les pots cassés, c'est pas pendant. Et là, dans ce cas-là, on va rester concentré, en tout cas aujourd'hui pour les podcasts à venir, malheureusement pour vous mesdames, même s'il y a quand même des choses à prendre, mais sur les hommes. Et donc là, je parle vraiment d'un premier cycle à base d'androgènes ou de stéroïdes anabolisants. Attention, si on parlait d'une bikini qui fait un premier cycle, par exemple, avec une prise de clenbuterol, par exemple, sans avoir d'impact direct hormonaux,
c'est différent, je l'aurais mis dans une autre catégorie. Il y aurait d'autres choses à voir, mais on est quand même obligé de dire que ça aurait été moins risqué qu'une prise d'androgène pour un homme pour un premier cycle. Il y a énormément de choses qui vont entrer en compte. L'âge, le passif, déjà pour commencer. On en revient à ce qu'on dit dans le premier podcast, mais si vous avez 18 ans, des moyens qui sont limités, malheureusement aujourd'hui, un premier cycle est très accessif en termes de budget. Ça, c'est ce que vous croyez. On ne va pas repartir, parce que ça va arriver juste après, sur la supplémentation et les prises de sang. Mais un premier cycle, sur le papier, est abordable. Ne vous faites pas piéger ici. Ce n'est pas les 80 € d'investissement que vous allez avoir pour les 8 semaines à venir ou les 10 ou 12 semaines à venir. N'en restez pas 80 €. C'est les milliers d'euros que vous allez investir ou les dizaines de milliers d'euros que vous allez investir dans les années à venir. Ça, c'est la réalité du terrain déjà. Je pense que quand tu parles de ces sommes-là, les gens ne se rendent pas vraiment compte. Tu vois. Mais en vrai, je vous promets que quand vous faites vraiment les comptes à la fin, on n'en est vraiment pas loin. On n'en est vraiment pas loin. Parce que déjà, juste les années sanguines, déjà, vous allez prendre tarif. Très honnêtement, dès que vous allez atteindre les 2-3 ans de pratique, en tout cas de pratique, on s'entend sous chimie, bien sûr. Si vous avez une bonne génétique, c'est-à-dire que vous vous développez facilement, que vous avez un niveau qui devient rapidement compétitif, 2-3 ans pour quelqu'un qui a fait les choses correctement, qui a commencé en ayant une très bonne base, qui n'a pas de problématique de santé, on est déjà potentiellement avec quelqu'un qui peut prétendre à une première tentative de carte professionnelle NPC. On est forcément sur quelqu'un qui ne sera plus sur des dosages basiques, débutants. Alors, pour vous donner de nouveau une idée, si on prend une base de poids de corps, je ne suis pas forcément fan des méthodes de calcul en fonction du poids de corps, et vous ne devez pas le prendre pour argent comptant, mais ça vous donne quand même un certain cadre. Si vous en êtes à ce stade-là, que vous multipliez votre poids de corps par 25 ou 30 pour avoir le cycle que vous êtes en train de faire, vous êtes probablement en train de faire n'importe quoi, puisqu'on est actuellement sur des dosages qui correspondraient plutôt à ceux d'un athlète professionnel en open. Mais si on parle de quelqu'un à qui vous allez multiplier un poids de corps entre 12 et 18 à peu près, donc en moyenne entre 1000 et 2000 mg par semaine, vous avez déjà, en tout cas, une chimie qui est suffisante pour vous impacter niveau santé, et un budget associé qui va être déjà un budget qui va tourner entre, au plus bas, probablement, je ne vais pas le lisser sur l'année, mais si je veux dire au plus haut en préparation, si vous êtes sur un mois où il y a prise de sang, il y a une supplémentation qui est conséquente, et une chimie qui, mine de rien, est complète, parce que sur une fin de préparation, vous avez d'autres molécules qui vont rentrer en jeu, sur des budgets qui vont être entre 600 et 1000 € par mois. Ouais, non, mais moi, ça me surprend pas en vrai. Si vous êtes en phase de cruise, alors c'est sûr que le budget chimie est proche de zéro. On parle peut-être de 10 à 20 € par mois. Par contre, la partie santé, quand vous allez vous prendre le bilan sanguin à 300 ou 400 € et que vous allez vous prendre la première commande de supplémentation, parce que les compléments, même si on les calcule au mensuel lycée, la première commande que vous allez prendre qui va vous coûter encore 300 ou 400 €, on est sur un mois qui est quasiment à 1000 € aussi, post-compétition. Et vous sortez de 4 compétitions qui vous ont coûté chacune 1000, 1200 € chacune. C'est des chiffres qui peuvent paraître, les gens ils vont dire non, c'est pas vrai, mais je vous promets que si vous faites le calcul à la fin du mois et que vous vraiment vous regardez, quand vous regardez vraiment en détail, on n'en est pas loin, vraiment, sans mentir. C'est pas... Un compétiteur, si vous ajoutez le coaching, allez, on va dire entre 1500 et 2500 € tous les 6 mois, selon le tarif du coach. Donc ça fait 5000 € de plus par an, au plus haut. Tout cumulé, c'est impossible, littéralement impossible, d'être en dessous de 10 000 € par an et probablement plus proche des 15. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, on va vous parler d'un premier cycle, mais attention, gardez en tête que ça, ce sera la réalité dans 2 à 3 ans. Alors après, de nouveau, si vous arrivez à passer pro, il y a quelques exceptions qui l'ont fait, si vous arrivez à passer pro avec à peine plus qu'une TRT et un brûleur, en soi, tant mieux. Mais dans tous les cas, ça reste des gens qui repoussent la note en termes de financier dans les années à venir, parce que dans tous les cas, si vous arrivez à passer pro comme ça, c'est génial. Et en plus, ça annonce du bon pour la suite, parce que le budget sera quand même probablement divisé par 2. Mais si ce n'est pas 15 000, ce sera 6 ou 7 000 par an, dans tous les cas à un moment donné. Et ça sera en continuelle progression, plus le niveau le demandera. Donc forcément, vous allez y arriver un jour ou l'autre. Soyez préparés à ça. Exactement. Pour un premier cycle, je te poserai une petite question juste après, parce que ça me tient à cœur. Alors, il faut que je fasse attention à mon vocabulaire. Ce n'est pas de la recommandation, mais
est-ce que tu verrais quelque chose de plus intelligent à faire Mm. et quelque chose que tu jugerais moins intelligent à faire déjà dans un premier temps? Parce qu'on va forcément se référer aux marqueurs de santé derrière. Ah, en termes de marqueurs sanguins? Alors, pas en termes de molécules qui sera la plus facile à analyser Ouais. sur les marqueurs sanguins par la suite. En fait, dans un premier temps, n'oubliez pas qu'encore une fois, votre physiologie, c'est un équilibre. Tu vois, donc déjà, dans un premier temps, quand tu comprends encore une fois les mécanismes, il y a certains marqueurs dont tu peux éventuellement te passer pour tenter d'économiser après sur certaines choses. Comme on l'a dit au premier podcast, par exemple, c'est normal de demander la testo, totale et libre, parce que en effet, ça va montrer déjà de un si tu réagis bien, et ça va montrer en effet, par exemple, si le produit que tu as est de qualité. Ça peut se justifier. Maintenant, est-ce que par exemple, c'est un taux qu'on devrait constamment demander sur les analyses sanguines en sachant qu'une fois que techniquement c'est bon, que le taux est bon, normalement, à moins qu'on change de fournisseur ou bref, peu importe, on a compris, voilà, est-ce que c'est intéressant à demander en sachant que techniquement, si le taux est bon une fois, normalement, il sera bon deux fois, et ainsi de suite, si vous ne changez pas de fournisseur ou de marque, bref, on s'est compris par rapport à ça. Et donc, indirectement, ça, c'est par exemple un marqueur que vous pouvez skipper pour vous permettre de l'orienter en termes de financier sur autre chose. Donc, par exemple, moi, il y a très souvent des marqueurs où je me rends compte que ce n'est pas demandé, et je trouve ça très dommage. On va prendre l'exemple. Imagine tu sais, que je suis comment t'appelles les mecs qui font les prises de sang? Laborantin? Oui. Je sais pas. Bref, Oui, oui. imagine que je suis ton laborantin. Tu viens, tu me demandes une prise de sang à 8 heures. Donc en fait, lorsque vous allez prendre le sang à 8 heures, ben on va connaître l'état de ton organisme à 8 heures. Ok. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est que le corps fonctionne sur un système de 24 heures. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Et que beaucoup de préparateurs et coachs ont tendance un peu à mettre un peu de côté. Il y a aussi, encore une fois, une contrainte financière là-dedans, puisque il faut très souvent confronter des valeurs sériques et des valeurs urinaires pour confronter les deux. Et pour se rendre compte pardon, de la réalité physiologique dans laquelle on est. On va prendre l'exemple que tout le monde connaît. Les hormones thyroïdiennes, on sait aujourd'hui que la TSH n'est clairement pas suffisant pour évaluer d'une santé thyroïdienne. Donc très souvent, le praticien va demander TSH, T4 libre, T3 libre. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, je reprends ton exemple à toi, je te fais la prise de sang à 8 heures, je vais connaître l'état de ta thyroïde à 8 heures. Par contre, je ne vais pas connaître le fonctionnement thyroïdien que tu vas avoir sur 24 heures. Et c'est là où des analyses urinaires doivent venir complémenter, encore une fois, ce comparatif, et vous allez le voir très souvent. Donc on demande ce qu'on appelle par exemple la iodurée sur les 24 heures, la T3 urinaire et la T4 urinaire, par exemple. Et vous allez voir que très souvent, parfois, vous pouvez vous retrouver sur un panel sérique, donc un panel sanguin avec des valeurs de T3 qui explosent le plafond, qui sont très très bons et qui sont considérés comme étant santé. Mais par contre, on va se rendre compte que sur le résultat urinaire, ben, les taux de T3 sont dégueulasses. Alors que malgré le fait que la personne sur le plan sérique, sur le papier, elle va se retrouver à avoir des taux de T3 qui sont impeccables, elle va nous montrer une symptomatique d'une déficience de T3, mais quand on regarde sur le plan de ses urinaires, sur le plan des 24 heures, en fait, on voit que les taux sont complètement crachés en fait. C'est là où vous devez investir sur votre santé, parce qu'en plus de ça, la Eh ouais, plupart du temps, ça ne sera exactement. pas prescrit. Et, Donc, il faudra quand et même je en reprends tenir par compte. exemple un autre exemple là, qui me vient en tête comme ça, tu vois, les oestrogènes. Ça, qu'est-ce que ça m'énerve aussi, putain. Les coachs qui vous demandent que le E2 sérique, mais vous méritez une baffe. Je suis désolé de dire ça, mais avec ce podcast, je pense que je vais me faire des haters ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il faut remettre ça un peu, tu sais, l'église au milieu du village. Mais si votre coach ne vous demande que les ostragioles sériques, vous méritez clairement une gifle. Je vous le dis. On reprend le même principe. Encore une fois, n'oubliez pas que lorsque vous allez faire une analyse sanguine, vous allez avoir l'état de votre corps à 8 heures. Donc quand je suis le laborantin d'Antonin, je lui prélève le sang, je vais connaître la quantité d'oestrogène qu'on va avoir sur 8 heures, enfin à 8 heures. Vous pouvez très bien avoir un taux de E2 qui a parfaitement été maîtrisé par le préparateur avec un anti-aromatase ou un SERMS ou peu importe. Mais quand vous allez confronter des oestrogènes urinaires, c'est ce qu'on appelle le test 2OH 16OH. Le problème, c'est que ce test-là n'est pas forcément très connu, puisqu'en fait, à la base, il est principalement prescrit, oui c'est ça, prescrit par des médecins dans le cadre de cancers hormonodépendants, chez la femme principalement, d'accord. Mais si vous vous retrouvez à avoir par exemple un niveau de 2 qui est parfaitement stable, considéré comme dans la range santé, mais que vous avez toute la symptomatique d'une hyperostrogénie indirectement, mais que sur votre plan sérique, tout va bien, et je vous garantis, je vous le dis, hein, que dans la plupart des cas, le test urinaire va se retrouver être dégueulasse. Donc en fait, on va chercher à avoir le rapport 2OH, 16OH. Ce rapport-là, normalement, doit être supérieur à 2 et bien au-delà, parce que ça veut dire que le 2OH, qui techniquement est protecteur,
d'un point de vue santé, vous amènera moins de conséquences d'une hyperostrogénie, alors que par contre, si le ratio que vous avez entre le 2OH et le 16OH est en dessous de 2 et qui commence à descendre, ça peut vouloir dire que le corps métabolise extrêmement mal les oestrogènes, et là, ça peut être un problème. Et indirectement, vous comprenez le pourquoi du comment, malgré de bons taux en E2, une stratégie avec un anti-aromatase, etc., vous vous retrouvez quand même à avoir une symptomatique qui correspond à un excès d'oestrogène, alors que sur le plan sérique, on était bon. Et ça, vous devez le comprendre encore une fois, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faker, puisque c'est comme ça que la physiologie fonctionne. Et ça, vous ne pouvez pas y déroger. Et quand vous faites de la chimie, vous devez accepter que la physiologie a ses règles, et vous devez les prendre en considération si vous voulez gagner la partie, quoi. Et justement, bon, ça c'était censé arriver un petit peu plus tard, mais tant qu'on est sur Ah le merde, sujet, pardon. on va rester là-dessus. Vous potassez un petit peu votre sujet physio. Oui. Plus vous allez le potasser, parce que plus vous allez le potasser, plus vous allez vous rendre compte Oui. qu'il va falloir le potasser. Beaucoup. Et qu'en réalité, c'est littéralement infini. Donc déjà, si vous essayez de rester sur la partie qui va en tout cas être impactée par la chimie, il y a déjà des mois et des années de connaissances à avoir pour avoir les bases, et après c'est infini. Mais si on en revient par exemple à ce que disait Anto, d'avoir aussi une bonne compréhension de la pharmacologie, ça va quand même vous aider, dans la plupart des cas, à pouvoir réagir vraiment du tac au tac lorsque vous avez une contrainte, ou en tout cas une problématique de santé qui va être sous vos yeux avec votre client. Donc, si on reprend par exemple le cas d'une hyperostrogénie, même si vous avez une analyse de 2 qui est bonne, si votre client n'a soit pas les moyens de faire un test plus poussé, n'est pas dans la capacité physique de pouvoir le faire. Admettons, tout bête, votre client vient de partir en vacances, d'accord ? Votre client est en cycle, votre client poursuit son cycle, parce qu'il est en préparation, par exemple, à l'étranger. Sauf qu'il se retrouve en vacances, par exemple, je ne sais pas, en Thaïlande, quelque part, peu importe, n'a pas accès à un laboratoire, est parti 3 semaines en vacances, ou 2 semaines. Vous n'avez pas accès à ça pendant 3 semaines, etc. Il va falloir être capable de comprendre justement ce que vous avez mis en place, les interactions avec les molécules que vous allez avoir dans le cycle à ce moment-là, pour pouvoir aussi essayer de, dans ce cas-là, deviner le souci que vous avez, le moduler au mieux. Il y a des molécules qui vont, dans certains cas, impacter beaucoup plus d'autres types d'oestrogènes que le 2. Si vous n'en êtes pas conscient et que vous ne le savez pas, vous n'allez pas avoir une analyse complète d'un E1, E2, E3 par exemple dans certains cas, et vous n'allez pas avoir la capacité à pouvoir réagir du tac au tac. Alors, dans la plupart des cas, on sait sur la pratique qu'une prise d'anti-oestrogène à ce moment-là va quand même permettre de moduler E1, E2 et E3, mais dans une certaine mesure. Et si vous avez des molécules qui vont en impacter plus certains que d'autres, et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le faire vérifier sur une analyse, en tout cas rapidement, il va falloir réagir vite. Et même des fois vite, si vous avez un client qui met une semaine à aller au labo, avec un résultat qui va prendre 7 à 10 jours à arriver, dans certains cas de chimie, 3 semaines, c'est énorme. Et vous pouvez vous retrouver avec un début de génicomastie. Alors, autant sur la partie, on va dire, symptomatique, psychologique, bon, quand vous faites du bodybuilding, il y a certaines symptomatiques que vous allez être relativement habitué à gérer. Je ne dis pas qu'il faut les gérer, juste que quand vous allez les avoir, vous allez quand même assez facilement reconnaître le problème, que ce soit sur les changements d'humeur, que ce soit sur la libido, etc. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez pas, en plus de ça, une compréhension de la pharmacologie, ça ne va pas vous permettre de pouvoir réagir. Et il est vrai que dans certains cas, et c'est là où justement le questionnement avec votre client est hyper important, vous allez être capable de pouvoir réagir sur un problème que vous avez à l'instant T, le corriger. Le corriger pourquoi ? Parce que vous n'avez plus les symptômes qui sont présents. Alors forcément, si tu veux, on fera un petit débat là-dessus à la fin. Enfin, pas débat, question-réponse. Selon les esters de molécules que vous avez à ce moment-là, donc forcément, ça peut être plus ou moins long pour avoir le résultat espéré. De nouveau, vous devez être aussi conscient de ça pour savoir à partir de quand vous allez potentiellement avoir une réponse positive. Vous ne l'aurez probablement pas sur des esters longs en l'espace de quelques jours. Et du coup, d'être capable de comprendre ça en amont, de faire des manips sur le moment, d'avoir des symptômes qui s'en vont. Et souvent, dans certains cas, une prise de sang ou plus poussée ou autre qui devient inutile, ou en tout cas inutile, parce que si tu n'as plus forcément les symptômes, tu peux quand même faire ta prise de sang, mais peut-être qu'elle sera redevenue... Et il vaut mieux prévenir que de guérir, encore une fois. Elle sera peut-être redevenue clean à ce moment-là, et donc ça m'est déjà arrivé assez fréquemment d'avoir certains athlètes qui ne tolèrent pas certaines molécules. Je n'ai pas de preuves concrètes sur analyse
que le souci venait de la molécule. La seule chose que je peux avoir, c'est un athlète qui ne se sent pas bien, Ouais. souvent avec les nandrolones, des problèmes d'hyperostrogénie. Je n'ai pas forcément le bilan pour le prouver à ce moment-là, mais je fais les manipulations qu'il faut à ce moment-là pour retrouver une personne qui soit sans symptômes. Ouais. Et du coup, en déduire que le problème venait probablement de cette molécule-là, puisqu'il n'y a eu aucune autre chose qui a été changée à côté à ce moment-là. Mais parce que le simple fait de devoir réagir à ce niveau-là, moi, laisser 3 semaines un athlète avec une libido qui est complètement dans les choux, avec des changements d'humeur complètement en montagne russe, pas forcément quelque chose qui va me plaire non plus. Donc si on en revient au tout début, Bien sûr. le prévenir pour éviter, en tout cas au mieux de guérir, c'est justement d'y aller par modèle de, comment on va dire, incrémentation, petit à petit, pour pouvoir en tout cas se laisser du temps, pour pouvoir prévenir, faire cette analyse sanguine à ce moment-là. Alors que dès que vous êtes sur du niveau plus élevé, même un athlète, ça arrive assez souvent, tu vas par exemple avoir un athlète qui est habitué à avoir un total de 1500 mg semaine pour progresser. Il sait que c'est ce qu'il lui faut aujourd'hui pour progresser, probablement plus dans les mois ou années à venir si la catégorie lui demande de grossir davantage, après avoir eu un plafond. Athlète qui, par exemple, a utilisé 2 molécules jusqu'à présent pour y arriver. Le nombre de gars que j'ai vus qui font 100, 110, 120 kilos, qui n'ont jamais utilisé autre chose que de la testostérone et ou du primobolan en même temps, il y en a plein. Forcément, quand tu récupères quelqu'un comme ça qui a 50 chimies, par exemple, qui fait 120 kilos, qui a eu 2 molécules jusqu'à présent, tu le considères comme un athlète, en tout cas avancé dans le domaine de la chimie. Pourtant, on parle de quelqu'un qui n'a jamais rien utilisé d'autre que ces 2 molécules. Ouais. Si d'un coup, tu te mets à vouloir diversifier ça, potentiellement, et en plus de ça, avec des dosages qui seront forcément beaucoup plus importants que si tu avais un débutant. Parce que si tu as un débutant à qui tu fais une première prise de nandrolone, par exemple, avec... alors c'est dur de ne pas faire de recommandation, mais un dosage qui serait probablement 4 fois inférieur à celui que vous pourriez faire prendre à un athlète de ce niveau-là, qui ne serait pas forcément considéré comme un dosage élevé à son niveau de pratique à lui, forcément vous avez moins de chances d'avoir des effets secondaires, ou en tout cas des effets secondaires minimes que vous allez pouvoir voir sur une analyse, comprendre le problème et revenir en arrière. Et tenter, et encore une fois, et sur ce que tu dis, moi je suis entièrement d'accord, et c'est ce qui indirectement après va pouvoir moduler votre capacité à pouvoir répondre efficacement à la problématique santé que vous allez rencontrer en fait. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre vraiment tout ce package, tout cet environnement qui va se mêler, chimie et physio, et bien comprendre que malheureusement on ne peut pas les dissocier, et qu'on parle encore une fois du HDL, qu'on parle de la thyroïde, qu'on parle du cortisol. Nombre de coachs préparateurs que je vois bombarder leurs athlètes avec de la chimie alors que les mecs ils ont des taux de cortisol à 0. Mais les gars, je vous le dis, mais si vous n'avez pas de cortisol, la chimie elle va vous servir à air, et elle ne va faire que d'accentuer ce manque de cortisol que vous allez avoir, et vous allez finir une prépa fatigué, énervé, frustré, flotteux comme pas permis. La recharge va pas prendre, vous allez être complètement à la ramasse, vous allez passer complètement à côté de votre prépa. Et on sait très bien qu'une problématique en entraîne une autre, qui va en entraîner une autre, qui va accentuer ça, etc. etc. Et c'est pour ça qu'en fait, vous devez comprendre ça. Et encore une fois, on insiste, vous ne pouvez pas tout savoir, et vous ne pourrez pas tout savoir, mais juste au moins avoir ces bases-là, déjà, ça peut vous permettre déjà de faire la différence, parce qu'on est aussi dans une société de marché, de par les autres coachs, de par les connaissances que vous allez avoir, vous allez clairement pouvoir faire la différence, et parce que vous n'allez pas fracasser, ou du moins être beaucoup moins à même de fracasser les personnes que vous allez avoir en suivi, mais aussi pour vous, de votre côté, parce que indirectement, ça va vous permettre d'avoir de l'expérience, vous allez pouvoir pratiquer à côté, vous savez comment répondre si jamais ça commence un peu à se sentir un peu le roussi, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment tout ce bagage-là qu'il faut prendre en compte, quoi. Et quand on dit à chaque fois que c'est la cerise sur le gâteau, c'est souvent très mal interprété, parce que quand quelqu'un, un athlète va te dire « Oui, mais la chimie, c'est la cerise sur le gâteau à 2 grammes par semaine », c'est quand même une grosse cerise. Mais forcément, si on parle de quelqu'un qui fait de nouveau 110 kilos, 115 kilos en open, et qui va concourir pour une carte professionnelle, en réalité, c'est peut-être pas si énorme que ça, contextuellement parlant. Mais c'est toujours proportionnel, de toute façon, dans tous les cas, et contextuel, encore une fois. Exactement, et c'est là où justement, vous ne pouvez pas donner votre avis sur ce que va faire une personne sans avoir l'entièreté de la situation. Mais par rapport à ça, et souvent je vais vous reprendre certains exemples que potentiellement vous avez vus sur mon Insta, parce que certains de mes athlètes qui sont quand même, en tout cas qui
Quand je dis open à ce niveau-là, c'est qu'ils en parlent ouvertement. Alors pas forcément parler dans le sens recommandations, etc., ou qui ne partagent pas ce qu'ils font, mais simplement leur communauté sont au courant qu'à leur niveau de pratique et avec leurs objectifs, il y a forcément une utilisation de chimie derrière. Si vous voulez des athlètes, là je reviens sur ce que tu disais par rapport au cortisol, mais tous ceux que j'ai eus qui ont en tout cas eu des prépas dites faciles, on en revient à ce qu'on dit dans le premier podcast, sont ceux qui ont commencé sec, avec des calories, aucune fatigue, un sommeil qui était parfait et une digestion qui était parfaite aussi. Donc une physio qui tourne, quoi, tout simplement. Une physio qui tourne. Et ça vous permet déjà de faire des prépas avec beaucoup moins que ce que vous croyez. Et c'est là où justement on se rend compte sur ces athlètes-là que les hors-saison sont souvent plus hauts en termes de chimie finalement que la prépa, alors qu'on a souvent cette compréhension inverse, à penser qu'il faut beaucoup plus de chimie en prépa pour maintenir le tissu, alors qu'en réalité on a des armes en prépa qui nous permettent de maintenir du tissu musculaire vraiment facilement. Si vous en arrivez au point de faire perdre 3-4 kilos de tissu à un athlète sous chimie, c'est que vraiment il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées à côté sur la fatigue et que vous l'avez vraiment bousillé longtemps avant d'arriver sur scène. Mais quand on parle de ces athlètes-là, souvent, au final, les dosages hors saison sont souvent plus élevés car on a plus de mal à réussir à grappiller 1, 2, 3 kilos de masse musculaire sur des périodes de hors saison. Mais on a de la facilité à les maintenir. Mais on a de la facilité à les maintenir quand le début de prépa est optimal. Oui. Et si on prend le cas de Thomas, par exemple, c'est quelqu'un qui n'avait... Son cardio a dû s'arrêter probablement... Il n'a pas fait tant que ça, je crois que tu m'avais dit. Non. En fait, c'est simple. Déjà, son cardio, c'est de la marche rapide en extérieur. Déjà, on est sur du très moyenne intensité, probablement 110 BPM, parce qu'il est quand même relativement lourd, musclé, donc 110 BPM. Déjà, lui Thomas, actuellement, sur son dernier bilan, il fait quand même 98 kilos. Pour un mètre, combien 1m77. Belle bûche, quoi. 78. Il est un peu plus petit. 77, je pense. 1m77, 98 kilos, début de prépa avec encore des stries sur les fessiers. Donc, on parle de quelqu'un qui est sec. Bien sûr. On était au plus haut à 30 minutes de marche rapide le matin, 15 minutes le soir avant le dernier repas. Et après, en termes de NEAT, c'est quelqu'un qui est coach online, donc quelqu'un qui va peu marcher en journée et qui a quand même une activité quand il aide son père à droite à gauche, etc., qui peut être physique, mais si on ne lisse ses pas sur la semaine, Thomas, 8000 pas, c'est un challenge. Donc forcément, ça se fait facilement via le cardio indirectement si vous voulez le compter dedans. Thomas n'avait plus de cardio, autre que sa marche le matin qui était une marche précisée light. Donc on ne parle pas d'une marche rapide avec un gilet lest, et c'est vraiment tu te réveilles le matin, tu vas marcher une demi-heure tranquille dehors, tu bois ton café, tu vas marcher dehors, qu'il y a un peu d'activité. Et en plus ça qui était super bénéfique pour lui pour commencer la journée à la base qu'on avait mis en place hors saison pour l'appétit et qu'on a gardé en fait fil conducteur la prépa parce que c'était routinier pour lui. Ça lui allait bien. Donc pas de cardio, quasiment un mois avant la compétition, en tout cas réellement en descente, et plus de cardio du tout les 2 dernières semaines. Quelqu'un qui est sec et prêt en avance, donc quelqu'un qui mange quasiment 450 grammes de glucides à l'approche de la compète. C'est beau. Ce qui est beaucoup. Quelqu'un qui dort. De nouveau, le sommeil, si on parle de la partie pharmaco, il y a quand même pas mal de choses à voir ici. N'abusez pas de ce qui va justement vous impacter d'un point de vue sommeil. Je pense qu'Anto pourrait parler 50 ans de tout ce que vous pouvez checker à ce niveau-là, qui va aussi indirectement impacter le sommeil, même si on ne parle pas des molécules qui va l'impacter. Donc forcément, quelqu'un qui n'est pas stressé. Quelqu'un qui n'est pas stressé, qui du coup roule facilement dans sa préparation. Alors que un corps qui n'est pas stressé, encore une fois, c'est une physiologie qui tourne. Donc forcément, une physiologie qui tourne, c'est une physiologie qui répond, qui est malléable, que tu peux amener du point A au point B facilement et tu peux lui faire littéralement ce que tu veux en fait. Et encore une fois, un corps avec une physiologie, en tout cas avec un taux de cortisol que vous arrivez plus ou moins à bien gérer tout au long de la prépa, en sachant que la chimie va ponctionner le cortisol comme jamais. Et je vous promets que vous devez vraiment prendre ça en compte parce que c'est vraiment beaucoup plus impactant que ce que vous ne pouvez penser, en sachant que le cortisol, par la physio, ne va pas être aussi utilisé uniquement que pour gérer la chimie, mais aussi pour faire ce qu'on attend du cortisol, de par la production d'énergie, de par le fait que le cortisol est important pour métaboliser les sucres, de par le fait que le cortisol est important pour la fonction thyroïdienne. Pas de cortisol, pas de fonction thyroïdienne. Et admettons, vous êtes un coach qui n'a pas les bases, encore une fois, et que vous voyez que votre athlète est fatigué, vous décidez d'augmenter la quantité d'hormones thyroïdiennes et que vous voyez que ça accentue la fatigue, le cortisol va encore plus ponctionner dedans et vous risquez plus d'accentuer la fatigue que ce qui était déjà de base, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir tout ce cadre-là et de comprendre que la physio c'est un tout et de comprendre que vous ne pouvez pas déroger à ces règles-là, quoi, en fait. Donc voilà, quoi. Même pour vous donner quelque chose de plus chiffré, si vous êtes capable d'avoir tout ça en place en amont, on est quasiment
entre en hors-saison et une prépa, quasiment divisé par deux. Ouais. Non, mais moi, ça m'étonne pas. 40% de moins. Ouais, ça m'étonne pas. Et même la plupart des. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sportif, ou l'athlète de manière générale, est touché à beaucoup de bêtes noires indirectement, comme la carence en micronutriments. Mais très souvent, les gens pensent que la carence est uniquement amenée par un manque d'apport, par exemple. Mais non, si votre corps devient une machine à consommer de la cale parce il est dans un environnement qui est stressant, il va ponctionner beaucoup plus dans les réserves indirectement et ça peut amener à des états de carence. La chimie est extrêmement demandante pour le digestif, par exemple. Et ça, vous devez le comprendre, si votre digestif ne fonctionne pas, que vous ayez, et ça c'est quelque chose qui touche extrêmement souvent les bodies, un environnement dysbiotique, si votre digestif ne fonctionne pas, bien indirectement les nutriments que vous allez avoir, que vous allez avoir à disposition, ben indirectement le corps il peut les assimiler beaucoup moins bien, et donc du coup, en conséquence de ça, il va avoir beaucoup moins de facilité à les octroyer pour la récupération, pour la perf, pour maintenir l'équilibre hydrique, ce qui fait qu'indirectement vous allez être plus ou moins flotteux, etc., etc., etc. Et ça, on peut partir vraiment dans tous les sens, quoi. Et la quantité de micronutriments dont vous allez avoir besoin pour gérer les side effects de la chimie, elle est vraiment astronomique. On peut parler du TUDCA par exemple, on peut parler de la quantité de magnésium dont vous allez avoir besoin pour réguler les niveaux de fatigue, la quantité de cuivre et de zinc qui par exemple vont être utilisés par le corps pour justement... alors, pour essayer de faire très simple, dans des marqueurs, par exemple, pour évaluer la quantité de stress oxydatif que vous allez avoir, il y a ce qu'on appelle la GPX, qui est le glutathion peroxydase, et la SOD, qui est la superoxyde dismutase. Pour faire très simple, les deux sont deux enzymes que le corps va utiliser pour gérer le stress oxydatif. Pour faire très simple, et on ne va pas rentrer dedans parce que sinon les gens... Voilà. Et cette SOD-là, elle est extrêmement demandante en termes de cuivre et de zinc pour être synthétisée. Le problème, c'est que quand vous savez que la chimie augmente indirectement la quantité de stress physiologique que vous allez amener, forcément le corps, quelle est la première barrière qu'il va avoir pour tacler ce stress physiologique que vous allez lui amener? C'est le système antioxydant. Et le système antioxydant, il prend hyper cher pour toute cure de chimie, même que ce soit du simple anavar à 25 ou une simple TRT, peu importe le dosage, c'est tout le temps pareil en fait. Et la quantité de micronutriments dont vous allez avoir besoin juste pour tacler ça, elle est énorme en fait, tu vois. Et quand on en revient en complément, on parle de compléments qui peuvent être directement liés à ce que tu dis, une quantité de NAC, d'acétylcystéine pour un pratiquant lifestyle avec Ouais. une problématique de santé X et un bodybuilder en fin de préparation, on fait quasiment, selon les cas, du x4. Bien sûr, Et, mais et clairement. forcément, ce sera pas. En tout cas, alors je sais pas ton avis là-dessus. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne vais pas prendre. Je reste toujours sur du NAC Ouais. pour la conversion justement glutathion, mais je sais qu'il y a quand même des marques de compléments qui proposent à la vente Mm. du glutathion, souvent sous forme poudre. Ou en liposomal, etc. Ouais. Alors liposomal, tu l'as, mais c'est vrai qu'en France, c'est pas commun et c'est dur à avoir et c'est cher. Mm. Je sais pas ce que tu en penses par rapport au NAC. Est-ce que c'est forcément intéressant de passer directement là-dessus ou pas? Bah, en soi, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est pareil, tu vois, on parle de glutathion, mais encore une fois, il y a, quand on prend le glutathion, et ça, pour le moment, en tout cas, les papiers sont assez clairs par rapport à ça, lorsque vous vous supplémentez uniquement en glutathion, ben, la quantité de glutathion que vous allez avoir à disposition ne reflète pas forcément la supplémentation que vous avez envoyée. C'est pour ça que on se tourne de plus en plus, par exemple, sur des précurseurs de glutathion, en sachant que le NAC est un précurseur de glutathion et qu'on en a vraiment besoin. Mais je retourne sur ce que tu disais sur les quantités indirectement. Quand tu dis x4, c'est pas. Et ça rejoint le podcast, tu sais, numéro 1 qu'on disait, à situation exceptionnelle, dosage exceptionnel. Ce x4 dont tu parles, c'est pas quelque chose que vous allez trouver dans la littérature très facilement et c'est pas quelque chose qui est forcément pratiqué dans la plupart des cas non plus, tu vois. Donc en soi, moi, ce que tu me dis, ça m'étonne pas. Et pareil, on pourrait parler de la taurine. La taurine, on peut monter extrêmement tôt en dosage pour travailler sur la digestion par exemple, sur le fait, sur le côté cardiaque par exemple, sur la relaxation, pour aider l'athlète à mieux dormir, etc. On peut vraiment monter très très haut. Et pareil, la vitamine C, on monte sur des dosages qui, pour la personne lambda ou pour le moldu, peut paraître énormissime, mais quand tu replaces dans un contexte de chimie, c'est pas si énorme que ça en vrai, hein, parce que encore une fois, on reprend le système antioxydant, la vitamine C est littéralement un pilier central dans le système antioxydant, dans le sens où elle va permettre à la vitamine E, la Q10 et tout ce qui va aller avec d'être recyclée et de prolonger les effets bénéfiques de la vitamine E pour diminuer les effets des radicaux libres. Et c'est juste ça, on pourrait partir dans tous les sens, tu vois. Donc indirectement, moi, ce que tu me dis par rapport à un usage de x4, ça ne m'étonne pas. Et c'est pour ça aussi que certains athlètes, et même beaucoup, font des cures de glutathion montée en intra, parce qu'on sait que par contre, le glutathion marche extrêmement bien en intra, par exemple.
Mais tout ne fonctionne pas bien en intra-V2. On va rien dire par rapport à ça parce que Moi, franchement, tu devrais nous en donner au moins une qui ne fonctionne pas pour que ceux qui le font s'en rendent compte. pourquoi en intra? Ouais. Euh, IV, ça veut dire intraveineux pour ceux qui ne. là, je l'ai pas comme ça parce que là, tu m'as coupé de cours. Vas-y, donne-moi un indice pour voir si je l'ai. Est-ce qu'il y a certains types de vitamines, par exemple? Ah putain, oui, d'accord, ok. Les peptides? Non, c'est pas ça? Non, même en vitamines. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont moins bien assimilées, potentiellement en intraveineux dans certains cas de figure ou pas? Mais techniquement, lorsque vous faites un intraveineux, normalement, dans la majorité des cas, vous êtes censé. Enfin, vu qu'il n'y a pas toute cette métabolisation et tous ces intermédiaires, entre guillemets, techniquement, c'est le but de prendre de l'intraveineux. C'est pour ça que les peptides sont de plus en plus popularisés. Au passage, petit disclaimer par rapport aux peptides, faites attention avec ça. Que ça soit de simples peptides pour l'intra-training, que ce soit des peptides pour peu importe. Aujourd'hui, la littérature est claire. Les résultats sont extrêmement prometteurs, mais faites très attention. Pour l'instant, ils le disent tous dans les papiers. Et pour ceux qui lisent réellement les papiers, donc pour ceux qui mettent des codes là, puis, bref, je vais rien dire, mais pour ceux qui mettent des codes par rapport aux peptides, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, je ne sais pas si c'est moi le problème, mais les mecs qui étudient ça sont tous très clairs. Pour l'instant, ils disent c'est très prometteur, mais attention, on a besoin de plus de recul, de beaucoup plus d'informations, parce que rien n'est trop beau. Rien n'est trop beau, et ça me fait penser quand il y a les fameux SARMs qui ont été très popularisés. On disait oui, vous allez avoir ça sans avoir à payer ça en retour. Non, 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 non. Aujourd'hui, on est dans un monde où rien n'est trop beau. Donc, faites attention par rapport à ça. Et En fait, avec ma question, je t'ai piégé, mais mal, parce que j'ai très mal formulé ma question. La plupart du temps, ce qu'on voit aussi, tu me corrigeras si tu as vu l'inverse, ouais, c'est que dans les packs, on va dire santé, dans les cliniques spécialisées qui proposent des injections en IV oui. de certaines vitamines et minéraux, on a très rarement, Tu parles de leur fameuse cure détox là. voilà, Ah oui, le d'accord. descriptif Ok, oui, je l'ai, oui. Ok. des matières premières. Oui, On n'a pas les formes. oui, 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 je vois ce que Et c'est. donc, Ok. on a beau passer par de l'IV pour avoir une Oui, oui, oui. assimilation qui est censée être plus optimale, vous ne savez, la plupart du temps, vous n'avez pas les formes. Oui. Les dosages, malgré tout, ne serait-ce que la forme de la vitamine C, par exemple, que vous allez avoir dans votre, Ouais, je l'ai, ouais, c'est bon. Ok. starter pack de la détox. Vous pouvez prendre 10 grammes de vitamine C à ce moment-là. Ouais. Si vous avez une forme qui est peu assimilable, elle a beau passer dans le sang, je ne suis pas convaincu. Et j'aimerais bien voir parce que j'ai pas d'athlète qui l'ont fait, mais d'avoir des analyses sanguines avant-après Mm. sur certains de ces marqueurs-là pour pouvoir attester. Parce que, en tout cas, de tout ce que j'ai vu, à chaque fois que j'ai demandé un détail, je n'ai jamais vu de détail précis sur ce qui composait réellement les ingrédients C'est très du pack. compliqué. Et je prends par exemple, je fais un petit aparté par rapport aux femmes et au fer. Très souvent, lorsqu'une femme a un taux de fer qui est vraiment ignoble, le praticien va très souvent recommander des transfusions, des injections de fer en intra. Ouais, mais là c'est pareil en fait, parce qu'on se rend compte qu'indirectement, déjà de un, c'est pas la solution. De deux, très souvent la femme va se retrouver à avoir une symptomatique, mais des nausées, des vomissements, des diarrhées noires, des maux de ventre, une haleine qui est très féreuse, des migraines, encore plus de fatigue même que le reste. Donc c'est pour ça que, est-ce que c'est la solution? La réponse peut être oui, non. On sait que par exemple la carnitine fonctionne très bien en intra. Ça fonctionne très très bien, ça les papiers nous le montrent. Le glutathion aussi, c'est pour ça que la plupart des bodys le font. Mais il faut pas non plus partir, je pense, non plus trop dans cet extrême-là, quoi, tu vois. Mm. Donc voilà, quoi. Bon, si on revient rapidement sur le premier sujet initial, qui On a était un celui peu- du premier cycle. Non, mais en fait, c'est pas plus mal qu'on ait dérivé dessus, parce que si vous arrivez à comprendre tout ce que vous allez pouvoir potentiellement impacter, ça va déjà vous aiguiller en termes de choix. Oui. Et votre première analyse sanguine va aussi vous aiguiller en termes de choix, et vos objectifs vont aussi vous aiguiller en termes de choix. Ouais. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous devez mettre en place en termes d'alimentation, de supplémentation, de chimie aussi, encore une fois, très important, et de potentiellement savoir sur quoi vous allez pouvoir travailler à la suite pour pouvoir après ajuster en conséquence de quoi. Exemple, on va prendre deux pratiquants. Un pratiquant A qui a le budget pour pouvoir justement suffire à absolument tout ce qu'on a décrit juste avant. Un pratiquant B qui a aussi le profil type pour pouvoir financièrement, environnement, stress, etc., suffire à tous ses besoins. Okay, vous avez ces deux pratiquants-là. Le premier est un pratiquant qui veut faire un premier cycle pour expérimenter, qui n'est pas pressé, qui a un bon potentiel pour pouvoir faire de la compétition, mais un potentiel qui va devoir être travaillé sur de nombreuses années. On parle de 3, 4 ans, peut-être plus de temps de travail pour pouvoir aboutir à quelque chose de compétitif.
ça ne veut pas forcément dire que cet athlète ne va pas concourir entre-temps, mais je parle d'un niveau compétitif. À côté de ça, cas numéro 2 qui est plus rare, mais qui revient quand même en coaching, vous avez un athlète naturel qui a un niveau de pratique qui est très avancé, en tout cas en termes de développement musculaire, et qui n'aurait pas forcément besoin de beaucoup de temps, en tout cas sous chimie, pour pouvoir être compétitif avec des athlètes qui sont, eux, dans des fédérations qui sont aidées. Et on parle de quelqu'un qui aura peut-être besoin de 1 an et demi de temps de hors-saison pour pouvoir être compétitif. Donc on parle de quelqu'un qui a peut-être 3 à 5 ans pour construire un physique, à quelqu'un qui peut être compétitif en l'espace de 1 an et demi. Forcément, déjà, l'approche de départ, d'un point de vue purement chimie, va être différente. Vous allez avoir quelqu'un, dans le deuxième cas de figure, qui arrivera plus rapidement à des dosages qui seront plus hauts que le cas numéro 1, qui seront moins progressifs, parce que forcément, vous allez quand même, dans tous les cas, vous rendre compte que vous allez prendre des paliers qui sont bien différents selon les cas, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez des fois tomber sur des athlètes qui, avec des totaux semaines à plus ou moins 500 mg, peuvent faire 100 kg, 110 kg, Bien sûr. et certains qui auront besoin de 3 à 4 fois plus que ça en l'espace de 2 ans pour y arriver. C'est là que la génétique, ouais. On fera un aparté sur la génétique parce que c'est ultra méga important d'en parler. Ouais. Mais ce profil numéro 2 aura probablement un cycle de départ plus élevé. Attention, plus élevé ne veut pas forcément dire haut, et ça reste de nouveau contextuel, mais plus élevé que le pratiquant numéro 1. Est-ce que si sur vos 2 cas, je te prends par exemple l'exemple du pratiquant numéro 1, tu as quelqu'un qui a des valeurs de testostérone qui sont très bonnes, quelqu'un qui n'a aucun symptôme d'une testostérone qui serait potentiellement basse, et on parle de quelqu'un qui est par exemple 24 ans. Ouais. Il est dans la fleur de l'âge, quoi. Exactement. Ok. J'aurais absolument aucun souci à ce que cette personne fasse par exemple un premier cycle de 8 semaines avec une prise orale d'Anavar. Parce que même si forcément tu auras un caractère suppressif dessus, ça le sera beaucoup moins, contrairement à ce que vous croyez, que de la testostérone ou que des molécules qui sont encore plus suppressives que la testostérone. Si j'ai quelqu'un qui a des analyses comme ça qui sont parfaitement bonnes dès le départ, qui veut une première expérimentation, je préfère choisir quelque chose où je me mouille très peu par rapport aux effets secondaires. Et après, on arrive sur la problématique qu'on aura sur le deuxième cas de figure. Mais sur le deuxième cas de figure, est-ce que je vais forcément perdre 2 mois de temps plus 2 mois de off derrière, c'est-à-dire 4 mois sur mes 12 mois de l'année pour faire cette première expérimentation alors qu'on est sur un profil avancé qui veut déjà concourir dans une catégorie open moins de 100 kg par exemple dans 1 an et demi? Probablement pas. Donc déjà sur ce premier cycle de départ, ne vous basez pas purement sur ce que d'autres personnes autour de vous ont fait. Ah oui, surtout pas. Et essayez d'analyser un petit peu là où vous en êtes avec un regard extérieur, ce qui est très compliqué, ou alors de demander à quelqu'un de professionnel à ce niveau-là, pour essayer d'avoir un regard extérieur et objectif sur ce qui serait le plus adapté à votre cas de figure. On en revient pour terminer sur le contextuel. Encore une fois, arrêtez de constamment... c'est pas forcément non plus mauvais de s'inspirer. Il faut quand même revenir sur certaines choses, je pense, mais arrêtez de copier-coller bêtement parce que c'est le meilleur moyen de vous envoyer dans le mur, quoi. Et après, c'est des cas que toi et moi on récupère, et après, c'est là où il y a des drames, hein, vraiment. Donc, n'oubliez pas, toujours c'est contextuel, contextuel et contextuel. Ça sera tout le temps comme ça, et c'est une règle à laquelle vous ne pouvez pas déroger, quoi. Et si on prend le cas numéro 2, donc quelqu'un qui aurait une base de testostérone en place dans son premier cycle, il y a quand même un nombre assez élevé de choses qui seront à contrôler, qui seront forcément dégradées par ça. Donc même ici, un premier cycle, la plupart du temps, on vous recommandera d'utiliser une seule molécule, si on parle d'injectable, et de la testostérone. Ce qui n'est même ici pas forcément valable pour tout le monde. Et je vous le dis, vraiment, ne sous-estimez pas une physiologie qui tourne. Vraiment, une physiologie qui tourne, je vous promets que ça peut vous amener presque, parce qu'avec la chimie, on peut déroger aux règles, un peu entre guillemets, mais une physiologie qui tourne, vous allez avoir besoin d'envoyer beaucoup moins, donc forcément indirectement beaucoup moins d'effets secondaires à gérer, et vraiment une physiologie qui tourne, la chimie va vraiment venir comme un coefficient un peu de ces multiplicateurs, tu vois, vraiment comme les intérêts composés lorsqu'on fait un investissement, ça va vraiment permettre vraiment de déployer entre guillemets la physiologie pour vous amener du point A au point B, mais ne sous-estimez pas ce point-là, parce qu'une physiologie qui tourne, c'est incroyable, vraiment, le corps il répond et vous êtes bien. Toi tu le vois, une physiologie qui répond, le mec il sèche comme ça, il n'est pas flotteux, la pique-wick elle se passe incroyablement bien quand tu le refais rebouffer. Il n'y a pas de pique-wick. Très peu. Non mais c'est vrai, c'est justement... Non mais je te comprends, c'est vrai. Et indirectement oui, et même quand vous êtes vous sur scène, enfin,
ça se voit. Un mec qui est bien, qui a fait une bonne prépa, mentalement il est bien, sa prestance scénique elle est bonne, il se sent en confiance et on sait à quel point sur le posing c'est important. Et indirectement, avoir une physiologie qui tourne, c'est littéralement pour vous un game changer, quoi. Vraiment, hein. Oui, parce que ne serait-ce que sur ce premier cycle, vous avez de la testostérone en place. Forcément, la première chose à laquelle vous risquez de vous heurter, ce qui est physiologiquement normal, c'est l'aromatisation. Mm. C'est, en tout cas, la première chose qu'on risque Bien sûr. de rencontrer. Rien que là, déjà, justement, si vous partez progressif, vous avez le temps de faire les analyses qui sont nécessaires, alors que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, sur la symptomatique ou que ce soit sur du sanguin, Oui. que ce soit même sur des analyses qui sont plus poussées que vos analyses sanguines primaires dispensées par votre praticien de santé Ça, favori. c'est clair. Dans tous les cas, vous allez avoir déjà cette première chose à prendre en compte. Déjà ici, si vous ne savez pas comment répondre à cela, et en plus de ça, Anto sera le premier à vous dire que un taux de 2 qui va monter, en tout cas, c'est pas engagé, je voulais dire Augmenter. augmenter, mais non, un taux de 2 qui va augmenter, qui va justement t'apporter certaines problématiques. Oui. Supraphysiologique, du coup. Voilà. Ouais. Euh, Qui explose le range, quoi. non, même pas. Juste qui commence à monter suffisamment haut pour que tu commences à avoir des premiers effets ok. secondaires, mais qui soient modulables. Ok. De nouveau, on en revient toujours à la même chose. Plutôt que de constamment chercher à guérir, chercher à prévenir, Ouais. ici, vous avez de la supplémentation qui est pas forcément très connue, Ouais. ou en tout cas qui Et est qui très marche petite. très très bien et qui, quand on fouille un peu la littérature, nous montre des effets bien plus intéressants que les SERMs et les anti-aromatases. Vraiment, vraiment, je vous le dis. Si votre coach vous dit hyperostrogénie directe, ça part en anti-aromatase, alors il faut en avoir en effet sous la main au cas où. Encore une fois, prévenir plutôt que de guérir, hein, parce que le temps que vous commandiez, machin, voilà. Mais la supplémentation et la phytothérapie marchent extrêmement bien pour travailler sur une aromatisation. Ouais. On leur en donne 2 qui sont souvent utilisés ou Oui, on peut. En soi, Non, vous avez ce qu'on appelle le DIM et l'indole 3-carbinol qui marche très très bien à des dosages spécifiques. Donc le DIM, c'est d'indolyméthane, si je dis pas de conneries. Et l'autre, ouais, c'est l'indole 3-carbinol qui marche très très bien. Et lorsque vous fouillez un peu la littérature, c'est hyper intéressant à utiliser, quoi. Vraiment, vraiment. Et le CDG, calcium déglucoranate ou Ouais, ronate. glucarate, ouais, ça Glucarate. aussi. Mais moi, je suis plus sur le DIM et sur l'indole 3-carbinol. Donc ouais, mais tu peux ça aussi, oui, bien sûr. Le DIM utilisé correctement et à dosage suffisant, d'expérience, alors pareil, je ne peux pas trop vous donner de comparatif de dosage, mais ça peut vous permettre de vous passer d'un anti-oestrogène Oui, pendant ça marche quand même très très bien. quelques temps. Alors, comme l'a dit Anto, c'est très juste. Partez toujours sur un premier cycle avec de quoi Ouais. guérir au cas où. Précaution. La plupart du temps, en général, ça va vous demander un arimidex ou un aromazin et de la cabergoline de côté au cas où. De nouveau, amusez-vous à les utiliser et mal. Ouais. Regardez un petit peu ce que ça va donner en termes d'effets secondaires derrière. Je peux vous dire que vous allez rapidement regretter d'avoir fait un premier cycle. Ouais. Mais il faut quand même les avoir sous la main au cas où, Ouais. s'il y a besoin de guérir. Mais si vous avez déjà compris l'aspect préventif, vous avez peut-être déjà simplement compris que, passé un certain dosage X de testostérone, vous avez une aromatisation qui va commencer, en tout cas, à être suffisante pour que vous ayez des effets secondaires. De là, vous avez de la supplémentation. Si la supplémentation vous permet de redescendre dans une bonne range pour vous ou légèrement en dessous, vous êtes en train de comprendre que vous avez peut-être un peu plus de marge de manœuvre avec l'utilisation de votre première molécule. Mais si ce n'est pas suffisant, il y a des gens qui aromatisent déjà facilement avec des dosages de TRT, de vrais TRT. Donc forcément... Et c'est là où justement la physiologie rentre en compte, parce qu'encore une fois, l'aromatisation, enfin la façon dont le corps va arriver à gérer les excès d'oestrogène ne dépend pas encore une fois que d'une molécule. Il y a tout un système physiologique à côté. Vous avez le foie, vous avez la bile, la vésicule biliaire. Si vous entamez un cycle de chimie et que vous êtes fait retirer la vésicule biliaire, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'arriver à gérer une hyperostrogénie que quelqu'un qui a la vésicule biliaire. Il y a le digestif, il y a aussi les reins, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut prendre en compte tout un système de physiologie lorsqu'on veut gérer cette hyperostrogénie et pas que sur une molécule. Parce que sinon, si vous faites que ça, si vous comptez que sur la molécule, vous allez droit dans le mur, je vous le dis. Et c'est pour ça qu'on va vous le répéter constamment et qu'on va être assez chiant avec ça. Lorsque vous entendez par exemple ce que je viens de vous dire juste avant, on en revient toujours au sujet numéro 1 qui a été traité, et ce qu'on vous a répété en début de podcast, c'est en partant du principe que tout a été optimisé
avant et que vous en venez simplement à la compréhension de la pharmacologie lorsque tout a été maîtrisé en amont. Ouais. C'est là où c'est important de constamment quand même se le rappeler, parce que si vous voulez prévenir plutôt que guérir, il faut quand même que le travail de fond ait été fait avant. Parce que, Et très bien fait aussi. Très bien fait. Et guérir, plus ce sera dégradé en amont, plus ce sera difficile de guérir, et plus les effets secondaires de ce que vous allez utiliser pour guérir vont vous impacter personnellement. Et quand je dis personnellement, c'est d'un point de vue psychologique, neuro, d'un point de vue santé, d'un point de vue fatigue physique, d'un point de vue tendineux, articulaire, absolument tout, digestif. Donc forcément, prévenez plutôt que guérir. Et c'est là où, dans certains cas de figure, on a des gens qui font un premier cycle avec parfois 2 molécules et une deuxième molécule qui serait peut-être intéressante pour pouvoir justement venir moduler cette aromatisation qui est un peu trop présente. Mais encore faut-il connaître les molécules qui vont vous le permettre ou pas. Et plus vous allez forcément augmenter au fil des mois, mais des années surtout, plus ce total semaine va devoir être important à un moment donné ou augmenter pour pouvoir pallier justement aux adaptations que vous allez avoir d'un point de vue gabarit et masse musculaire. Et plus vous allez devoir comprendre justement tous ces mécanismes-là pour pouvoir faire en sorte que tout vienne s'imbriquer au mieux. Et quand je vous dis au mieux, je reviens sur un truc que tu disais tout à l'heure où j'étais pas d'accord, mais ça c'est purement du terrain. À chaque fois que vous faites un bilan sanguin, gardez tout le temps la partie hormonale dedans, forcément. Ah oui, d'accord, oui. Parce que 99% d'entre vous n'auront pas de pharmaceutique. Oui, non, après ce que je disais, c'est dans une optique de budget, peut-être. Tu vois, si techniquement ton taux de testo libre il est bon avec la thèse que tu vas prendre, il est normalement censé rester bon. Je suis d'accord, mais en même temps, le problème c'est que sur le terrain, on voit tellement fréquemment des marques qui ont certains lots qui sont bons et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, confronter la symptomatique. Si la symptomatique, par contre, vous fait relever un manque de testo, là, vous recontrôlez. Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment dans un but vraiment de si le financier est un peu ric-rac, quoi. Et du coup, 100% d'accord aussi. Et ça m'est arrivé, je crois que je te l'ai dit il y a quelques jours, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, une testo qui passe de... Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, je crois que c'était la testo totale que j'avais sur le truc, j'avais pas la libre parce que le plus a été demandé, le labo ne l'a pas faite. Ok. On était à 50 plus, puisqu'on n'avait pas on n'avait pas la valeur au-dessus, le labo, en tout cas dans ce labo, ne la prenait pas en compte. Okay. Symptomatique, justement, d'une potentielle testostérone basse, on va dire l'équivalent de 5 à 6 semaines après. Okay. Première question que je pose, c'est si on a toujours la même marque qui est en place et le même lot. Même marque, mais pas le même lot. Oui. Ah oui. Nouvelle analyse sanguine. Dégueulasse. 4. Donc on passe de plus 50. Alors est-ce qu'on était à 60, est-ce qu'on était à 120 ? Je ne peux pas vous le dire puisque le labo ne l'a pas mesuré à ce moment-là et je n'avais pas de testo libre. Mais forcément, faites-le quand même régulièrement. Mais on en revient à ce qu'on disait sur. Vous voyez au niveau de la symptomatique, j'imagine entre ce que le mec te disait. En 5 semaines, on est passé de quelqu'un qui se sentait parfaitement bien, qui performait, qui prenait de la force, à quelqu'un qui était extrêmement fatigué, qui faisait de la rétention d'eau, qui perdait des performances et qui avait absolument tous les signes qui correspondaient à un manque de testo. À un manque de testo à côté. Très bien. Donc même là, faites attention et c'est justement là où la partie compréhension de la pharmacologie et savoir poser les bonnes questions et aussi tenir compte de la symptomatique est très importante. Et c'est là où justement après vous allez pouvoir piocher un petit peu à droite à gauche. Alors certes, ça fait très chimiste dit comme ça, mais c'est un petit peu le cas pour essayer d'avoir quelqu'un le plus en santé possible, le plus longtemps possible. Et quand même, j'aimerais l'ajouter à ce moment-là, de toujours aussi être honnête avec les personnes que vous allez encadrer, parce que certaines ne sont pas forcément très renseignées sur le sujet. Oui. Tu as envie de faire des choses, mais ne sont pas renseignées sur le sujet. Ils vous font confiance aveuglément. Si vous partez dans quelque chose, quand je vous dis d'extrême, c'est une fin de préparation compliquée, avec des calories qui sont très basses, un cardio qui est très haut, etc. Même si vous essayez de bien faire les choses sur cette partie-là pharmacologique, il y a quand même un impact qui va être considérable sur certaines choses. Quand même que vous ayez prévenu la personne, qu'elle sache dans quoi elle s'embarque. Exactement. Que ce soit sur l'humeur, que ce soit sur la libido, etc. N'oubliez pas que vous coachez des gens qui sont en couple, certaines personnes qui sont mariées, etc. Qui ont des vies de famille, qui ont un travail. Qui ont des enfants. Donc, énormément de choses qui seront à prendre en compte ici. Est-ce qu'on a un peu de temps ou pas? Non, je pense pas, là, parce que ça fait déjà une bonne heure, hein, mon chef. Ok. Bon, du coup, je vous fais un petit teasing de ce qu'on devait voir, mais qu'on verra la prochaine fois. Voilà, exactement. Comme ça vous donnera envie de rester pour la prochaine fois. Et de nous faire des retours aussi pour les prochains épisodes, si vous voulez des choses que vous voulez qu'on améliore, par exemple. Une prochaine fois,
NFS, tension, bilan lipidique, bilan hépatique, bilan rénal. Une idée, justement, en termes de milligrammes par kilo de poids de corps sur les différents cas pratiques que vous pouvez rencontrer, histoire d'avoir une idée. Et que si vous êtes dans la catégorie numéro 1 du premier cycle et que votre coach vous a placé dans la catégorie de l'Open Pro, peut-être de faire attention et de vous remettre un petit peu en question. Même si, de nouveau, attention, je vous dirais ça de manière générale, les suppléments essentiels. Oui, c'est vrai qu'on doit les faire cela, ouais. Ceux qui reviennent le plus fréquemment. Les différents compléments pour le profil lipidique, les différentes huiles, que ce soit en termes de compléments ou végétales. Même si on rajoutera la partie animale aussi. Ouais, ça pourrait faire l'objet du 3e épisode, hein, carrément. Ça fera le 3e épisode en entier. Carrément. Et tu sais quoi, pourquoi pas un petit cas pratique. Ça pourrait être sympa. Ouais, carrément. Hein. Encore une fois, on n'est pas fermé. Là, ce sont les 2 premiers épisodes, donc c'est un peu des épisodes pilotes. Donc si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous faire des recommandations ou à nous envoyer des messages en privé. Et voilà quoi, tout simplement. Hein. Et ne jugez pas ce que quelqu'un d'autre fait sans avoir le contexte autour. Donc, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, contextuel en premier, tout le temps. Vous pouvez avoir un premier cycle à base d'anavar, comme vous pouvez avoir un premier cycle à base de testostérone et primobolan, avec le même total en milligrammes par semaine, et avoir 2 profils complètement différents et 2 profils qui se sentiront bien, avec peu d'impact sur leur premier cycle. Exactement. Et ça, ce sera valable aussi en préparation. Il y a énormément de molécules qui ne sont pas obligatoires. Il y a énormément d'athlètes qui se préparent sans certaines molécules qui sont impactantes. Pour eux, la plupart du temps, d'un point de vue neuro, c'est bien connu dans ce milieu-là. Donc voilà, en tout cas, on reviendra en détail là-dessus. Dans tous les cas, on a tellement de questions et de choses à voir avec vous. Bien se passer. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions. Exactement, surtout pas. N'hésitez surtout pas vraiment. Et si jamais vous avez des suggestions ou quoi, on est vraiment ouvert à tout. Et si jamais vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Et ne soyez pas trop pressés pour tout ce qui va être selon vous concret. Ce qu'on vous a donné là, c'est déjà une mine d'or. Ouais. Ça va venir, mais on procédera toujours par étapes pour être sûr d'arriver au bon moment. Tranquille. Sur les bons sujets. Exactement. On est bon ? On est bon, parfait. Ciao les FDP. Ciao les FDP, à plus. Ciao.